Bonjour et bienvenue à l'émission Point de vue. Nous sommes présentement en présence de Monsieur Denis Carrier. Bonjour, comment vous allez? Ça va très bien. Ça va très très bien. Donc nous sommes présentement à Notre-Dame-du-Nord. Est-ce que vous venez de Notre-Dame-du-Nord? Non, je suis né à Saint-Germain-de-Boulay, en Abitibi, entre Rouen et La Sarre, en gros. Oui. De parents pionniers qui étaient venus de la Beauce. Donc, j'ai appris beaucoup de vocabulaire beauceron, mais j'ai dû le perdre. L'accent témiscamien est venu se mélanger à votre... Bon, j'espère. Et est-ce que... Comment s'est déroulé un peu votre vie? Si on y va en ordre chronologique, vous venez de Saint-Germain-de-Boulay. Qu'est-ce qui vous a amené au Témiscamingue? Ah, il y a eu plusieurs étapes. Oui. J'ai d'abord fait mes études secondaires à Saint-Germain. Oui. Après ça, je suis allé à l'école à Amos en technologie. J'aurais aimé prendre le cours en électronique, mais il n'existait pas encore. L'équipement n'était pas rentré, c'était trop nouveau. Les instituts de technologie, c'était tout à fait nouveau. Alors, j'ai pris l'ajustage mécanique. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ce que c'est que l'ajustage mécanique, c'est pas de la mécanique automobile, là. C'est pour apprendre à travailler avec des machines-outils, comme le tour, la fraiseuse, ces choses-là. Des outils qui servent à... On appelle ça des machines-outils, parce que c'est des machines qui servent à faire d'autres machines, OK. si on peut dire. Le tour est le plus connu, mais il y a aussi les fraiseuses, les meuleuses de surface, les traitements thermiques, des choses comme ça. C'est ce que j'ai appris pour, disons, les 2 premières années de spécialisation. Après ça, pour la 3e année de spécialisation, on ne pouvait pas compléter nos études en région. Il fallait aller, selon la spécialité, dans les grandes villes. Alors, pour ce qui est de l'ajustage mécanique, je suis allé à Montréal, à l'Institut de technologie de Montréal. Oui. Les locaux aujourd'hui servent pour le Cégep du Vieux, donc c'est mieux connu sous ce nom-là, Cégep du Vieux Montréal. Alors, l'Institut de technologie de Montréal, c'était un institut bilingue, en passant, et les gens aimaient bien jouer avec les mots, surtout nos compagnons anglophones. Montreal Institute of Technology, ça faisait MIT. Oui. Mais c'était pas celui de Boston, là. C'était ce niveau collégial. Alors, la dernière année où je l'ai fini là. Et là, il y avait 2 options possibles, soit l'ajustage mécanique en général ou l'outillage. Et moi, j'ai choisi l'outillage. Qui est? Qui est la fabrication des outils de production en série, c'est-à-dire les ensembles poinçons-matrices. Quand on veut faire, je sais pas, on avait chacun notre projet de poinçons-matrices à faire durant l'année. Le mien, c'était un genre de petit morceau de métal qu'on met à l'arrière des cadres pour accrocher un cadre au mur. Mm-hmm. Alors, chaque fois que la presse descend, ça doit produire un morceau comme ça, avec des poinçons puis des matrices. Il fallait le faire à partir du dessin jusqu'à l'outil fonctionnant. Si on voulait passer, il fallait que l'outil fonctionne à la fin de l'année. Oui. Et puis, c'est ça. Il fallait, y compris les traitements thermiques, y compris l'utilisation des machines suisses, entre autres, qui sont très précises. Des machines à grenouillère, qu'on appelle, entre autres, pour faire des rayons dans les poinçons pour pas qu'ils cassent à la base. Là. OK. Alors, c'est des outils de presse, surtout pour les productions de pièces en métal et en plastique aussi. Donc, à la fin du cours, c'était une époque un peu comme aujourd'hui. Il y avait beaucoup de demandes pour aller travailler. Il n'y avait pas de problème d'emploi. Il y avait un manque de main-d'œuvre un peu. Alors, on avait 2 ou 3 endroits chacun où aller. C'était vers quelles années environ? Moi, j'ai gradué en juin 65. 65, OK, ouais. Et puis, ou juin 66, c'est un peu loin, là. C'était l'année 65-66, ou 64-65, il faudrait revoir mes bulletins. Et puis, il y avait la possibilité d'aller travailler. J'avais une offre pour Montreal Hardware qui faisait des pentures de portes, des choses comme ça. Ça, c'était vraiment dans l'outillage classique, si on peut dire, des poinçons matrices. Et il y avait la possibilité d'aller travailler aussi pour la compagnie Canadair, qui est aujourd'hui Bombardier. Oui. Et il y avait une 3e option qui était d'aller en orthèse et prothèse, avec des cours complémentaires à l'Université de Montréal. Ce que j'aurais peut-être dû faire. C'est pas ça que vous avez choisi? Non, c'est pas ce que j'ai choisi. J'avais hâte, comme tout le monde, d'avoir un gros salaire, 2 $ quelque chose de l'heure à ce moment-là. Oui. Et puis, c'était aussi l'aventure de... Je m'intéressais beaucoup à l'astronomie, et puis à l'astronautique et à l'aéronautique. Okay. Donc là, c'était dans l'aéronautique. C'est un domaine assez fascinant, là. Quoique, à Canadair, c'était dans le domaine militaire. Ce qui fait que j'ai quitté Canadair après
un an et demi environ. Vous n'avez pas aimé l'aspect militaire? Non, je peux vous préciser pourquoi aussi. Il faut dire que c'était à l'apogée de la guerre du Vietnam. Ouais. Et moi, je tenais pas trop à envoyer brûler les Vietnamiens au napalm ou pas trop l'agent rouge qui détruisait la végétation. Il y avait des conflits de valeurs qui entraient en compte. Et ce qui m'avait surtout... La goutte d'eau qui a fait déborder le verre, si on peut dire, c'est on recevait les pilotes américains qui se battaient au Vietnam. Oui. Alors, à un moment donné, on jouait avec eux. C'était un jeune de notre âge à peu près. Donc j'avais 20 ans à ce moment-là. Oui. Puis il dit, c'est le fun. Il dit, dimanche passé, on est allé faire du ski nautique sur le Mekong. Mais j'ai dit, avec un gros bateau à moteur, là, puis tout ça, toute la kit. Mais j'ai dit, vous n'aviez pas peur de vous faire tirer? Il dit, on a vu un ou deux d'un arbre, puis on les a descendus. Après ça, on a continué notre ski nautique tranquillement. De sang-froid. C'était normal. Il y avait un Vietnamien, il l'a tiré. Alors là, ça m'a fait poser des questions. Alors, à Canadair, on va parler peut-être un peu de ce que j'ai fait comme expérience là. Oui. J'ai travaillé, le tout premier contrat que j'ai fait, c'était pour dessiner des gabarits pour les trous dérivés des ailes du CL-215. Et le CL-215, il vient justement de passer ici à Notre-Dame-du-Nord il n'y a pas longtemps. C'est un avion pour éteindre le feu. Oui. J'ai la photo ici, si vous voulez la voir sur l'image. C'est le tout premier travail que j'ai fait, c'était de dessiner des trous. En fait, c'était simple comme outillage, parce que ces gabarits-là, vous voyez que le CL-215 est un avion avec une aile constante. C'est-à-dire que ça ne vole pas vite. OK. Et ça vole. L'aile est à section constante, c'est-à-dire que le début, près du fuselage, et l'autre bout de l'aile, c'est toute la section, c'est tout à la même grosseur. Donc c'est facile. Là. Après, j'ai travaillé là, surtout à McDonnell Douglas sur le DC-10. Là, c'est une autre histoire, non beaucoup plus compliquée. Pour vous donner une petite idée de ce qu'on fait comme travail dans ce genre d'usine-là, c'est que on dessine une chose, là, disons un gabarit, et c'est énorme. Là, si on dessine ça sur une grande table. Là. Et après ça, pour conserver les gabarits, au départ, on conservait le dessin grand comme la table. Oui. Puis on mettait, puis après ça, on s'en servait comme patron, un peu comme quand vous faites une robe, en fait. Oui. Ça servait de patron. Un modèle de base. Un modèle. Mais le problème, c'est que ces grands gabarits-là, qui avaient jusqu'à 10 pieds de long, ça prenait de la place. Alors, ce qu'on a fait comme technique, c'est qu'on a mis 2 points de repère qu'on appelle les tooling holes, 2 ronds avec un X dedans. C'est un peu comme les points d'orientation en arpentage. Oui. Pour savoir, puis là, on mettait, disons, 100 pouces, c'était en pouces à ce moment-là, pas en centimètres. Tout était en système américain ou anglais. Et puis, on mettait puis ces 2 trous-là, après ça, là, ce qu'on a choisi de faire, c'est au lieu de conserver ces grands dessins-là, ces grands gabarits-là, de les photographier. Et là, sur du 35 mm, c'est grand comme rien. Ouais. Donc, ça permettait, dans une petite boîte de rien, de conserver ce qui aurait pris un entrepôt. Puis après ça, on reproduit sur une plaque de tôle, quand on a besoin de gabarit, sur une plaque de tôle recouverte de peinture sensible à la photographie. En fait, c'est exactement le même procédé que quand on veut agrandir une photo. Chez le photographe, quand on veut agrandir, avant que ce soit numérique, là c'est une autre histoire. Mais tant qu'on avait des photos à négatif, au lieu de reproduire sur un morceau de papier glacé, on reproduit sur une feuille de tôle. On appelle ça du dural. Et c'est un genre de tôle d'aluminium. Puis après ça, là, il y a des gens qui font le gabarit, qui le liment. Je me souviens, entre autres, pour vous donner un peu l'ambiance, un de ceux qui limaient pas très loin de nous autres, ça faisait un bruit, ça. Vous imaginez, limer une plaque de tôle sur une table en tôle. Ça devait être un peu avec agressant, une ligne, oui. Et lui, il chantait de l'opéra. Il était chanteur à l'Opéra de Montréal. Et il venait avec sa cravate papillon tous les matins. Puis il chantait de l'opéra. Au moins, ça coupait le son des tôles sur les tables de tôle. Donc, c'était ça mon premier travail sur le CL-215, qui a été vendu à peu près dans tous les pays au monde où on veut combattre les feux de forêt. Oui. D'ailleurs, en France, c'était les plus gros acheteurs. Ils l'ont appelé le Canadair. Ils l'appellent encore le Canadair. Je viens d'entendre un feu là, qui se propage de la France
Du Portugal vers la France hier soir. Et il y avait les Canadair, comme on dit. Est-ce que la compagnie se nomme encore comme ça ou... Non, la compagnie s'appelle Bombardier maintenant. Ah oui, c'est vrai, Bombardier. Bombardier. Ouais. C'est la même entreprise, mais ça l'a changé souvent de propriétaire. En fait, quand ça a cessé d'être militaire, c'est devenu civil, parce qu'aujourd'hui, c'est surtout civil. Là, c'était d'autres. En fait, c'était un échange contre les mines d'asbestos. Alors, on l'a donné aux Américains, en fait, la compagnie. Et pour vous donner un peu l'idée de l'ambiance, moi, je partais de l'Abitibi, là où il n'y a pas beaucoup de monde. On arrive à Montréal. On était 10 000 employés chez Canadair. Wow. 10 000 employés. Alors, on présentait sa badge le matin. Là. On était devenu un numéro. Moi, j'étais 55-206, du département 205. Et puis, disons, ça c'est frappant un peu. Là. Comparativement à la région, que tout le monde connaît tout le monde et c'est des noms. Oui, puis c'était surtout encore pire à Toronto, là, mais à Montréal, déjà, c'était très cosmopolitain. On travaillait entièrement en anglais, même si le type à côté était un francophone. Tout se faisait en anglais. Je suppose que c'était peut-être la même chose encore aujourd'hui. Peut-être. Parce que l'aéronautique, c'est international. Et puis, donc, oui... Il y avait beaucoup de Français. J'ai découvert un peu la culture française là. Ah oui? Parce que, en fait, il manquait d'employés. Il y avait une pénurie de main-d'œuvre et il avait fait venir beaucoup de gens de France. Et puis, c'est là où je me suis fait des amis. Un Breton, un qui était basque. Et puis, en tout cas, plus tard, quand je vais travailler à Toronto, je pensais être le seul de venir de Montréal. On va pour l'entrevue, je retrouve mes 3 copains dans l'auto. Un Allemand aussi, Rolf Lefel, et à qui on a appris le français. Il parlait seulement allemand en arrivant? Oui. Oui, puis un autre qui venait de l'Alsace, lui, il s'appelait L.E.H. L.E.H. François Lay. Et puis lui, il était venu au Canada pour explorer un peu le Canada, puis il était allé à McGill après. Oui. Et puis il avait fait son premier cours en France, en français. Il venait au Canada, puis là, il faisait à McGill, puis là, il voulait faire absolument une 3e qualification au bac en Russie. Et les 3 langues, ouais, 3... Je ne l'ai jamais revu, mais je suppose qu'il l'a fait, parce qu'il était très déterminé. Oui. Très déterminé. Donc, ça m'a permis de connaître des gens de différents pays comme ça, déjà au Canada. Puis, j'ai bien apprécié ça. J'ai découvert que le français, c'était pas une langue, juste un petit argot qu'on parle au Témis. Non, il y a beaucoup de variations et... Ah oui, puis j'ai appris des mots de français de France aussi, et de slang américain aussi, parce qu'on faisait des choses en américain. Et en passant, peu après mon début de travail à Canadair, je me suis marié. Oui. Et j'ai aussi une photo, j'ai voulu en 68, donc on venait juste de commencer. Et puis, on a été jeunes, vous voyez, là, nous autres aussi. Oui, 31 août 1968. À Saint-Nazaire-de-la-Salle. C'est où, Saint-Nazaire? En banlieue sud-ouest, Ville-la-Salle, Villemort, si vous connaissez. OK, oui. Verdun, c'est tout près de Verdun. Oui. C'est ça, et moi, j'habitais évidemment à Ville-Saint-Laurent. Donc, l'échangeur Turcot, je l'ai vu bâtir, je l'ai vu inaugurer l'ancien. Et là, ils l'ont tout jeté à terre. OK, donc toute sa vie, vous... Ça a duré à peu près 50 ans, l'échangeur Turcot. Une super construction, puis ils l'ont jeté à terre. Le béton n'était peut-être pas très bon, là. Il y avait des enveloppes brunes à quelque part. Peut-être. Mais en tout cas, on ne dira pas qui, là. Et puis, ouais. Donc, en 68, c'est marié, puis en passant, là, on a eu 4 enfants. 4 enfants. Et... Votre femme est belle, là, il me semble. Oui, ma femme est belle. De Batz, son nom. Vous l'avez rencontrée en Belgique ou... Non, elle était déjà ici. Elle était déjà ici? Non, elle était graduée de l'Institut de technologie Laval en technique de laboratoire. OK. Et c'était à l'occasion d'une sortie pour les gradués de l'armée. Une chose comme ça. Puis elle était là. Les militaires, c'était toujours bien vu en Europe. Hein, alors, bien habillés. Ils avaient permis à leur fille d'aller à la soirée de danse, mais je n'étais pas militaire. Non. Pas du tout. Donc, c'est ça. Oui, elle était originaire de Gand et puis de langue flamande. Mais parlait français sans accent, d'ailleurs. Oui. Sans aucun accent. Elle est arrivée si jeune. C'est ça. Donc, à Canadair, mais aussi, là, c'est tout le travail. Les enfants, 4 enfants, un garçon, peut-être quelques détails là-dessus, ça va? Oui, bien sûr, bien sûr. Un garçon aîné,
Ah, j'ai oublié d'apporter. J'ai fait j'ai fait 2 livres durant la pandémie. Un sur mon patelin qu'on appelle le coin du Randis à Saint-Germain-de-Boulet. D'accord. Je pourrais vous en passer une copie si vous voulez la voir. Et j'ai fait aussi une chose à peu près grosse comme ça sur mon fils qui a eu 50 ans cette année, au mois d'avril. 50 ans, 50 photos. Et puis, ouais. Alors j'ai aussi quelques atomes crochés du côté de la photo. Je suis occupé d'un club de photo à l'école où j'enseignais. Oui. Et vos enfants? Bon, donc le plus vieux, oui. il est ingénieur. Il vient de finir sa maîtrise en plus. Là. Et puis, il est responsable d'un groupe de travail pour un bureau d'architecte d'Ottawa. Il reste à Gatineau. Puis ça a l'air à bien aller. Il travaille pour longtemps. C'est la restauration de l'aile est du Parlement, du Parlement canadien. Au Parlement, wow. Oui, il fait le Parlement. Là. Donc, ils en ont pour 10 milliards et 10 ans, je crois. Probablement. Ça va être notre Versailles. Oui. Et ça n'a même pas été arrêté durant la pandémie. Durant la pandémie, c'était considéré essentiel. Je me pose des questions des fois. Je voyais les gens chercher des loyers. Là. Enfin. Donc ça, c'est le plus vieux, Damien. Il est gradué de Sherbrooke, à l'Université de Sherbrooke, en génie, avec concentration en aéronautique en passant. Un peu comme son père. Oui, un peu comme son père, patenteux dans la famille. Et puis, très amateur pas ça vient de son côté belge, mais de vélo, de bicyclette, de vélo et de patin de vitesse. Oui. D'ailleurs, ma petite fille, Noémie, sa fille, a fait les qualifications pour les Olympiques en patin de vitesse. Wow! Mais elle n'a pas été choisie. Mais au moins, se rendre là, c'est déjà beau. Bien, c'est déjà un très grand pas. On était fiers d'elle. Oui. Alors là, elle était à Montréal, puis elle entraîne les petits jeunes à l'Aréna Maurice-Richard. Elle entraîne les jeunes de 5, 6, 7 ans à faire du patin artistique. Et puis, elle fait partie de Fab Lab. Oui. Bien, les Fab Labs, c'est plusieurs. Ça peut être plusieurs. Oui, il y en a partout. C'est ça. Il y en a à Montréal. Il y en a un même à La Sarre, j'ai vu ça. Ah oui, je ne savais pas. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment c'est quoi les Fab Labs, est-ce que vous pourriez un peu expliquer? Oui, c'est que le MIT, le vrai, là, le MIT a décidé de faire des pépinières de gens en entrepreneuriat, un peu partout dans le monde. Oui. Et cette année, l'été passé, ça devait avoir lieu en Espagne et Noémie, ma petite fille, devait y aller. Et pas y aller à cause de la COVID. Donc, ils lui ont fait de quoi à distance. Et puis, cette année, ça devrait avoir lieu à Montréal. Donc, vu que la pandémie est moins forte, et là, ce seraient des gens de tous les pays, de tous les Fab Labs du monde entier. Et puis, elle s'arrange assez bien parce qu'ils l'ont pris comme professeur substitut à un moment donné. Quand même. Et puis, elle est encore jeune. Et c'était haut de l'invention un peu. Hein. Elle a inventé un vêtement qui change de couleur avec la température. Wow! Avec des diodes, des LED, là. Je ne sais pas trop comment c'est arrangé. Chaque Fab Lab a différents outils et c'est vraiment pour inventer des objets, inventer des nouvelles choses. À La Sarre, c'est des machines-outils, justement, qu'on parlait tout à l'heure. Oui. Alors qu'à Montréal, c'est plutôt dans l'électronique et l'informatique. Oui, non, il y en a de toutes les sortes. Oui, c'est très intéressant. J'aimerais bien avoir cet âge-là. J'irais probablement là. Mm-hmm. J'aurais bien aimé aller à une nouvelle université technique là, qui est à Montréal. Puis ma petite fille va peut-être y aller. Bon, alors ça, c'est pour le plus vieux. Il y a 2 autres garçons aussi, là, mais ils sont plus jeunes. Ensuite, il y a Claude, mon fils, deuxième fils. Il y a 10 ans, 9 ans de différence entre les deux. Et puis lui est à Lamorandière. Il est un peu, comment on dirait, un adepte de la simplicité volontaire et un joueur d'échecs très, très fort. Très bon joueur d'échecs. Je vais l'amener jouer contre des Russes. Là, il a rencontré des capables. Oh. Et puis, à un moment donné, il y avait 2300 décotes. À 2005, 2006, c'était grand maître. Oui, j'ai... Vous connaissez les échecs? J'ai commencé à m'y intéresser un petit peu. Bon, vous irez jouer contre lui, tiens, pour le fun. Il joue à l'aveugle des fois aussi. Ma technique est encore très, très, très de base. Je l'ai vu jouer à l'aveugle contre 8 personnes en même temps. Oui, c'est... Et puis, après ça, là, il y a Véronique. Véronique, ma globe-trotteur, si on peut dire. Une grande voyageuse. Grande voyageuse. Des fois, je suis mal placé pour nous faire des reproches. J'ai pas voyagé tellement, non. Il faut dire que j'ai pas voyagé, mais j'ai déménagé souvent à l'intérieur du Canada. Tout le monde. Alors, elle a fait son secondaire ici à Notre-Dame-Nord, comme les autres d'ailleurs. Puis après ça, au collégial, elle est allée à Québec.
à François-Xavier Garneau, le cégep François-Xavier Garneau, oui. à Québec. Ça allait bien, tout ça. Et puis le soir, elle prenait des cours de danse jazz pour son plaisir. Et elle avait 17 ans seulement là, à ce moment-là. Et puis là, la compagnie Walt Disney fait des tournées, puis vient à Québec régulièrement engager des jeunes filles pour aller à Euro Disney à Paris. Et elle avait été choisie. Sélectionnée. Et c'était... Mais là, ils ont dit d'où tu viens? Ben, ils ont dit, on fait lui donner la permission, elle n'était pas majeure, mais ils ont dit, t'es tellement loin, là. C'est 10 heures de route ou 8 heures d'avion. Fait que, c'est pas pire. Elle a accepté d'aller travailler pour Euro Disney. C'était limité en temps parce qu'à un moment donné, il faut devenir immigrant ou quelque chose de même. Oui, pour rester longtemps. En permanence. Ouais. Puis, en fait, il l'avait engagée pour personnifier Goofy dans les parades. Ouais. Elle est plutôt grande et mince. Elle n'a pas aimé ça. Elle dit à 30 degrés sur l'asphalte. Là. Ça doit pas être agréable. Là, c'est ça. Puis, comme elle était déjà assez à l'aise en anglais, ils l'ont mis responsable des clients américains qui voulaient se plaindre. Mais quand on paye 300 $ par personne par soir, ouais, il faut... on s'attend du service. Elle a fait ça un petit bout de temps, mais elle trouvait ça un petit peu dur. C'est pas positif nécessairement comme environnement. Ben, c'est ça. Puis, traiter avec les gens mécontents, parce que c'est pas ceux qui sont contents qui vont les féliciter. Non, c'est ça, c'est ça. Ils font leur bagage. Après ça, elle a travaillé aussi dans d'autres pays, là, en Suisse, en Écosse, entre autres, à Perth, dans un château. En Écosse? Où elle faisait quoi dans un... Là, c'est un travail d'étudiante. Là. Okay. Ça n'a pas rapport avec ses études, ce qu'on n'aimait pas trop, parce qu'elle avait arrêté ses études, là, le temps qu'elle se baladait comme ça. Là. Quand elle... Ouais. Fait que là, en fait, éventuellement, elle est revenue ici, puis là, elle a complété son cégep, mais en anglais à Dawson College, à Westmount. Puis, elle n'a pas voulu me le dire trop, mais elle était sur la liste d'honneur, même en changeant de langue, parce qu'ici, à Notre-Dame-du-Nord, c'était tout en français. Tout en français. Mais elle a travaillé à Walmart, ça a donné l'expérience dans la langue anglaise. Et puis, c'est ça. Donc, elle a fait son cégep à Dawson. Ensuite, elle s'est inscrite à l'Université de Montréal faire son bac en anglais-français, en français-anglais, et le japonais comme troisième langue. Wow! Et puis, elle a rencontré des Japonaises. Elle s'est fait amie avec les Japonaises. D'ailleurs, mon fils suivant avait appris le japonais depuis le secondaire. Et elle est allée étudier un bout de temps à l'Université de Hirakata, au Japon. Wow! Entièrement en japonais. Et elle est revenue. Puis là, elle avait pris goût à voyager. Elle s'est inscrite pour finir son bac, mais elle ne l'a pas fini. Donc, elle présentement a fait de la transcription pour une entreprise américaine. Mais ici, elle habite ici au Québec. Au Québec. Une grosse ville, plus petite que Notre-Dame-du-Nord. Ça s'appelle Eau-Claire. Eau-Claire. C'est tout petit. C'est dans quelle région? C'est au Témis, mais le Témiscouata. Ah! Ils disent le Témis aussi. Ah, OK. Donc, c'est près de Desjolies ou oui, ça me dit quelque chose. Edmundston, du côté du Nouveau-Brunswick, qui est une grosse ville. Donc, c'est ça pour ma fille, en gros. Ensuite, il y a le dernier garçon, Guillaume, qui, lui, il vient de revenir habiter ici. C'est tout récent, ça date de 4 jours. Ah! Et lui a fait ses études. C'était un bolé des mathématiques. Il aimait les mathématiques. Il n'a pas perdu de temps. Et puis, il est allé après ça au cégep à Ville-Saint-Laurent, comment il s'appelle le cégep? Saint-Louis. Saint-Louis ou c'est un Saint-Louis? Il y a le cégep Saint-Laurent, mais... peut-être que je me trompe, mais... Un cégep à Montréal? Oui, un cégep à Montréal, à Ville-Saint-Laurent. D'ailleurs, il allait magasiner, il allait faire ses emplettes au même centre d'achat que moi j'allais quand j'habitais à Ville-Saint-Laurent. Quand je l'ai déménagé, je savais où aller. Et puis, il a fait son cégep là, puis ils ont recommandé d'aller en actuariat. C'est très mathématique. Oui. Et puis, il aidait les autres étudiants, comment on dit, tuteurs. Oui, il faisait du tutorat. Un tutorat, oui. Oui, tutorat. En mathématiques. Puis là, après ça, il s'est inscrit à l'Université Laval, puis il a fait son bac en actuariat. Oui. Il n'y a pas beaucoup d'universités qui donnent ça. Non, c'est très peu... Très peu connu. Il y avait en Californie puis à Laval. C'est les 2 seules places en Amérique du Nord. Ah ouais. Les autres, c'est des cours de mathématiques pures. Il voulait absolument finir, lui, au Japon. Et puis, au Japon, c'était juste technique pure, mathématiques pures. Puis, il aurait été obligé de perdre 1 an ou 2. Puis,
Il a gradué à 24 ans, il avait tout fini. Alors, il est resté ici. Ben, il est allé travailler comme actuaire pour la compagnie London Life, à la ville de London, en Ontario. Oui. Il a fait 5 ans là. Il a tout vendu, il est parti, il est en allé aux Philippines un bout de temps. Wow. Faire de la simplicité volontaire ou involontaire, je ne sais pas. Et puis, il est revenu. Et là, il est retourné à Laval. Il n'aimait pas ça. Non. Il n'aimait pas ça. Donc, il est retourné à Laval, il a fait un bac en géomatique. Puis là, il a fait 1 an d'expérience au ministère des Transports. Puis là, il vient de passer ses tests et d'être engagé ici au tennis. OK, donc il revient en région. Oui, un au moins qui revient proche. Oui. Est-ce que vous voyez quand même vos autres enfants de temps en temps? Là, la pandémie oblige que... Voilà, durant la pandémie, là, je n'ai pas été voir mes enfants ni mes petits-enfants. Non, j'ai suivi les règles à la lettre. On se voit régulièrement. Et en fait, on a communiqué plus durant la pandémie qu'avant. Oui. Parce que le plus vieux a pris l'initiative de faire des rencontres sur Zoom. Tous les dimanches soirs, 7 h, on se rencontre sur Zoom, ce qui n'était pas le cas avant. Je pouvais être des mois sans nouvelles. Sans nouvelles. Puis, donc, bon, c'est ça en gros la famille. Oui, la pandémie a eu cet effet positif là, de rassembler les gens. Oui, de se rassembler virtuellement, ce qu'on ne faisait pas avant. Alors, que mon fils soit ici ou qu'il soit aux Philippines ou au Japon ou en France, l'Internet fonctionne pareil. Exactement. Donc, il y a des côtés positifs. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc là, on a parlé un peu de vos enfants, de vos études. Vous avez été enseigné, je pense. Oui, avant de peut-être passer, je vous en couperai si vous voulez. Disons que là, je l'ai fait dans l'ordre chronologique. J'ai travaillé d'abord à Canadair sur le CL215. Je me suis marié. On s'est mariés. Et après ça, là, j'ai travaillé aussi sur 2 autres avions. Celui-là ici, qui est le CF5A. Oui. Et puis, c'est là-dessus que j'ai passé mon test de compagnon. Ce qui veut dire? Compagnon, en fait, c'est une terminologie qui est propre aux francs-maçons depuis très longtemps. Oui. Et dans l'aéronautique, c'est la même terminologie qui sert. Et compagnon veut dire quelqu'un qui peut accompagner un autre pour devenir expert dans un domaine, si on peut dire. D'accord. Alors, je me rappelle très bien, c'était un test sur la jonction entre les boosters et le fuselage du CF5A, un test de 36 heures. Oh! 36 heures de test. Sans arrêt? Pour aller manger puis aller se coucher. Là, mais OK. 36 heures. J'aime vous en parler parce que ça vous met un peu dans l'ambiance de ce genre de travail-là. Mm-hmm. C'était très, très compliqué parce que ne faut pas oublier là, que c'est du dessin technique, on peut dire. Et il y a des choses qu'on dit mises à plat, des choses développées et des choses projetées. OK. Donc, il faut trouver la forme mise à plat pour qu'une fois mise en place, elle tombe comme il faut, une fois pliée. Donc, c'était pas de la petite bière à trouver la vraie forme. Finalement, ça a dû être pas si pire parce que je l'ai eu. C'était un Polonais qui était l'inspecteur, je me souviens de où. Mike Robikowski. Et puis, c'était en passant pour faire des liens, montrer comment c'était cosmopolite. Lui, il était polonais, puis il était venu au Canada après la Deuxième Guerre. Il était déjà, moi j'avais 20 ans, lui il était moins âgé que moi, mais il le considérait très vieux. Ouais. Et beaucoup d'expérience, il était inspecteur. Un grand 6 pieds. Et il dit, c'est acceptable. Il ne devait pas avoir d'erreur, parce que sinon ça n'aurait pas passé. Et en passant, lui avait été espion pour les Alliés. Oh, pendant la guerre? Au Japon. Wow. Pourtant, un grand 6 pieds, les cheveux blonds. Puis ils ont publié un livre sur lui. Et je le connaissais bien, mais c'était écrit en polonais. Je n'ai pas pu rien lire, mais c'était vrai, c'était pas juste de la blague. Donc, ça, c'était l'expérience sur le CF5A, qui était un avion construit à Canadair entièrement. C'était une version moderne du F5A de Northrop. Northrop, c'est une compagnie de Californie. Là. OK. Et c'est une version améliorée, plus rapide. Ça allait, si je me souviens bien, au-dessus de Mach 2 et quelque chose, 2 fois la vitesse du son. Pour les tester, il allait faire une petite run de 15 minutes, soit qu'il venait à Val-d'Or ou il allait au Nouveau-Brunswick de Montréal. C'est la distance. Il allait au Nouveau-Brunswick, il ramenait quelques homards pour le souper. Oui, c'est la distance. C'est pas moi qui les avais là. Et puis c'est ça. Donc c'était un avion supersonique, un avion de combat, qui était vendu surtout à la Hollande. Ils n'ont fait environ 300, 150 pour le Canada en gros, puis 150 pour la Hollande et quelques-uns pour la Malaisie. Je me rappelle parce que les pilotes venaient, des petits bonhommes pas plus grands que ça. On disait
qu'est-ce qu'ils font à la guerre. Et puis, cet avion-là n'a jamais été opérationnel. Elle n'a pas été utilisée. Ça coûtait déjà à ce moment-là 1,5 million d'exemplaires de dollars. Ouais. Et on a construit un entrepôt à Trenton, en Ontario, pour les entreposer. Là, c'est pas ça dehors, les choses qui coûtent cher de même. Ils n'ont jamais été au combat. Non. Parce qu'on ne s'est pas impliqué dans la guerre du Vietnam, puis c'était la grosse guerre à ce moment-là. Donc, ça fait des beaux objets d'antiquité qui coûtent cher. Après ça, on les a remplacés par les F-18, puis maintenant, ça en est d'autres encore. Donc, ils sont dans des musées, mais... Il doit y en avoir respect qu'ils en ont gardé un ou deux pour les musées, mais Ouais. ça n'a jamais servi à autre chose. Alors qu'un avion pour éteindre le feu, civil, au moins, ça sert à de quoi? Oui, c'est utile. Je trouve ça bien plus utile que j'appelais ça aller faire des grimaces aux Russes. Ouais. C'est à peu près tout ce que ça servait. Ensuite, j'ai travaillé aussi à l'expérimental sur le CL-84. CL, c'est toujours parce que c'est canadien. OK. Puis CL, pour nous autres, ça avait un certain sens parce que toutes les lignes d'axe de symétrie, on met CL pour centerline et on ne dessine que le côté gauche de l'avion, comme sur les autos à peu près. On dessine que le côté gauche et la photo est renversée, on appelle ça le négatif, mais dans le sens de renverser, et ça devient le côté droit. OK. Donc, ça fait la moitié des choses à dessiner. Ah, ouais, vu que c'est... C'est symétrique. C'est symétrique. Faut, parce que sinon il y aurait la turbulence. Ouais. À part quelques petits détails. Le C, j'imagine que c'est pour Canada. Canada. Et L, c'est pour... Elle, On ne sait pas. On disait centerline, ligne de centre, ligne d'axe. Parfait. Et puis, ouais. Bon, après ça, donc, lui, j'ai travaillé sur l'expérimental, le CL-84. Oui. C'est un avion à décollage vertical. Vertical. D'habitude, un avion fait du taxi, comme on dit, sur la piste. Oui. Puis quand il va assez vite, là, il décolle. Oui. Il faut qu'il aille assez vite pour que l'effet du principe de Bernoulli s'applique. C'est-à-dire qu'il y a une succion sur l'aile. C'est pas comme un cerf-volant. OK. Je pourrais y revenir un petit peu. Ouais, ben c'est... OK. Et puis là, c'est un avion, au lieu de... on a découvert que ce serait très commode qu'un avion puisse décoller comme un hélicoptère, puis ensuite voler comme un avion. Oui. Et c'est ça qu'on a fait ici. On en a fait deux. Là, je ne travaillais plus à la place où il y avait 10 000 employés. C'était une petite usine sur le boulevard Gouin. J'habitais moi-même sur le boulevard Gouin à ce moment-là. Bien, à l'intersection Gouin-O'Brien, à la limite nord de l'île de Montréal. Et c'était tout près, là, puis on allait. Puis c'était un petit atelier, et c'était presque du bricolage. J'ai bien aimé ça. Oui. On faisait les choses à la main, systématiquement à la main, là, si on peut dire. C'est-à-dire que on ne faisait pas de gabarit, on prenait directement le dessin, on le mesurait, puis on le faisait à partir du papier, si on peut dire simplement. Puis, évidemment, il fallait respecter les tolérances, là, pour parler d'interchangeabilité due aux tolérances. Et puis, on en a fait deux comme ça. Et puis, à un moment donné, il démanchait tout quand il revenait d'un test. Ça marchait très bien, c'était d'une stabilité incroyable. C'était surtout pour faire du sauvetage, quand des gens sont en péril d'un bateau, par exemple. Là. Oui. Bien, un hélicoptère, pour aller sur l'Atlantique, ça prend des heures, peut-être se rendre. Avec un hélicoptère, ça ne va pas très vite. Tandis que lui, c'est un avion, quand les ailes sont rabattues à l'horizontale, peut rouler, vraiment plus vite. Voler, ça veut Oui. dire, peut voler à 600 km à l'heure, peut-être un peu moins. Là. Puis, quand il y a le temps de se stabiliser, il descend comme ça. Puis un hélicoptère, vous remarquez, là, ça balance toujours comme ça. Il venait se pratiquer le midi quand on dînait. Quand on est 10 000, il y avait 2 dîners, ça voulait dire 5 000 chacun à l'heure du dîner. Là. Quand même. Puis ils venaient faire leur exercice. Je me rappelle l'avoir vu, là, comme d'ici à votre auto. Là. Et puis c'était stable, incroyablement stable. C'était archaïque un peu comme principe, là, mais ça volait bien. Ils en ont fait deux, donc, puis à un moment donné, ils ont oublié de bien refixer les hélices, puis il s'est écrasé. Le pilote s'est éjecté. OK, le pilote n'a pas eu une... Non, il s'est éjecté. On dirait c'est éjectable. Et puis, c'est revenu un petit tas de morceaux brûlés. Et ils ont arrêté. En fait, c'était pour l'armée canadienne, puis ils ont coupé les budgets. Pas pour quelle raison, mais il en a donc resté un. Et ce que je voulais montrer, c'est que hier, je suis allé voir sur l'Internet, et vous voyez qu'est-ce qu'ils font? Ça date d'hier, l'invention d'hier. Exactement. Regardez comme ça ressemble à ce que je faisais. On faisait ça en 1968. Oui. Ça vient de sortir hier. On appelle ça des VTOL, Vertical Takeoff and Landing. Avec 4 hélices. Oui, et E pour électrique. Oui. Ils en font des électriques maintenant. Okay. C'est le principe des drones. En fait, on faisait aussi un drone à Canadair pour l'armée allemande, entre autres. C'est-à-dire un petit avion sans pilote. On appelait ça des deltas pour aller reconnaître le terrain puis revenir dire où est l'ennemi. Oui. Et l'ennemi, en tout cas,
sais pas si ça a servi. Donc, c'est pour dire comment les inventions, les choses comme ça prennent du temps. On peut avoir travaillé quelque chose qui était d'actualité en 1968, puis revoir la même chose en 2021, à quelques différences près, excepté que le moteur était électrique plutôt qu'à gasoline. Oui. Bon, après ça, si on continue dans l'ordre chronologique, si vous permettez. Oui, bien sûr. S'il y a des questions, n'oubliez pas de m'interrompre, là, parce que moi, il y a des choses qui me semblent évidentes. Après ça, je suis allé travailler pour... en fait, j'ai travaillé à Canadair environ 1 an et demi, 2 ans, pas plus que ça. Et là, je voulais aller... En fait, je vous ai mentionné tout à l'heure, j'avais des objections morales à travailler pour une industrie militaire qui allait tuer des gens. Les Vietnamiens, là, ils m'avaient rien fait. Non. Ils m'avaient rien fait. Et puis, en fait, les avions sur lesquels j'ai travaillé à Canadair, il y avait le CL-215, mais aussi le C-5A. Ah oui, je peux vous le montrer, celui-là ici. J'ai la maquette, c'est encore mieux. Oui. J'ai travaillé sur le C-5A aussi, sur l'outillage toujours, sur ici, on appelle ça le Main Landing Gear Fairing, les bosses où se cachent les roues. Oui. Vous voyez comment OK, ça? en dessous. Oui. Et vous pouvez comparer l'autre, qui est le DC-10 sur lequel j'ai travaillé après, est à la même échelle que celui-là. Et vous voyez, ça, c'est le gros avion qu'on prend quand on va en Europe, là. 325 passagers. Oui. Lui, en version civile, il aurait pu avoir 800 passagers. Est-ce qu'il y avait 2 étages? Oui. Ou 2 Oui. étages? En principe, c'était fait pour l'armée américaine. C'est que les Russes avaient fait un Tupolev plus gros. Alors là, les Américains voulaient faire encore plus gros, et ils l'ont fait. Oui. Et c'était le numéro de la compagnie, si on peut dire, c'est Lockheed qui faisait ça. Lockheed, c'était le C-5A. On le connaît sous le nom de Fat Albert, différents noms. Galaxy aussi, parce qu'il est énorme, on l'appelle la Galaxy. Mais son vrai nom, là, c'est C-5A. C'était pour envoyer au Vietnam et d'autres terrains. Il a servi aussi pour la guerre du Yom Kippour. Yom Kippour, c'est... C'est la guerre d'Israël contre l'Égypte. OK. Donc, si Israël se vante d'avoir gagné la guerre contre les Égyptiens, là, C'est grâce à... c'est grâce à ça. Les États-Unis leur ont envoyé des tanks. Ils pouvaient rentrer une fusée Polaris, par exemple, avec sa base, Wow. les fusées intercontinentales balistiques. Et ils pouvaient rentrer des tanks, puis des jeeps parqués à droite, puis l'étage d'en haut, c'est pour les soldats. Et ça s'ouvre des deux côtés. J'ai toute la documentation, mais là, je ne vais pas prendre trop de temps là-dessus. Ça s'ouvrait, le nez se lève par en avant, puis en arrière, ça se baisse. OK. Puis là, il y avait une rampe, puis embarqué avec les tanks, les chars d'assaut, les jeeps, les lance-flammes et tout ce que vous voulez. Et c'était fait pour atterrir sur une base faite juste temporairement. C'est-à-dire que au Vietnam, il n'y avait pas des belles grandes pistes d'atterrissage comme on a à Montréal ou Toronto. Là. C'était la forêt. Donc, c'était bulldozé. Il passait une niveleuse, un grader, comme on dit. Il passait la niveleuse et c'est tout ce qu'il y avait pour atterrir. Donc, le landing gear, le train d'atterrissage était particulièrement important et imposant. Il y avait 28 roues. Wow. 28 grosses roues comme ça. Et nous autres, on faisait on appelle ça le fairing, c'est-à-dire que pour qu'il n'y ait pas de turbulence, il faut que la forme soit aérodynamique avec le fuselage. Et c'était assez particulier dans ce cas-là. Et puis, moi, je me rappelle avoir dessiné là, le gabarit à la rencontre du main landing gear fairing puis du fuselage. Puis l'Américain qui avait fait ça, il s'était donné de la misère un peu là, pour rien. Là. C'était tout, je me rappelle, des courbes, des courbes compliquées. Là. Je me rappelle plus du nom exact. Là. Et des hyperboles, bon, c'était ça. Oui. C'était des hyperboles pour diminuer la turbulence. Puis c'était pas évident de faire les dessins de ces gabarits-là. Mais bon, donc ça c'était, je me rappelle, le fairing qu'on appelle là, était assemblé à la verticale. Et les gens qui rivaient les pièces là, étaient à 3 étages. Ah oui? 3 étages pour avoir ta portée, là, disons 6 pieds chacun, là, pour montrer comment c'était énorme, ça. C'était très énorme. Ça devait. Et puis, c'est dommage qu'il ne l'ait pas fait en version civile. Là. Ça aurait été bien commode, mais... Pour servir pour le monde, au lieu de servir pour aller tuer du monde. Mais quand la guerre est terminée, sûrement qu'il pouvait encore l'utiliser. Ah oui, il est encore en fonction aujourd'hui. Je l'ai vu une fois. Il est venu une fois à Toronto, quand on travaillait là. Mais c'était pas pour cette compagnie-là que je travaillais à ce moment-là, c'était pour une autre.
Oui, il était venu pour une exposition d'aéronautique. Il est allé à Bourget aussi. Ça, c'est les grands salons. Donc, un petit bout de temps sur ce super gros avion-là. Oui. Et après ça, peut-être amener lui, on va peut-être vous parler de lui après. Là, j'ai décidé d'aller travailler dans le domaine civil plutôt que militaire, pour des raisons morales, mais aussi pour une autre raison bien plus terre-à-terre, c'est que les techniques étaient beaucoup plus modernes à McDonnell Douglas, parce que c'était une compagnie de Californie, et on sait que c'était le Silicon Valley. Déjà, à ce moment-là, on servait des ordinateurs. Quand je suis arrivé dans l'enseignement, ils disaient qu'il fallait enseigner la règle à calcul, imaginez. Alors, non, je n'avais rien à faire avec la règle à calcul, à part des barres avec. Et puis, j'ai appliqué pour aller travailler là. Ils appellent ça des job shoppers. En français, on dit souvent des chercheurs de tête, c'est-à-dire des gens spécialisés dans des domaines très pointus. Comme justement, moi, j'avais travaillé surtout sur les ailes, et comme à Toronto, ils faisaient les ailes du DC-10, j'étais un candidat, alors j'ai appliqué pour cette entreprise-là, qui était d'Afrique du Sud. C'était une compagnie internationale. Ça s'appelait Technican International d'Afrique du Sud, je ne me rappelle plus de la ville. Et puis, c'est ça que j'applique. Et puis, c'est là que je me suis retrouvé avec 3 autres compagnons. Armel Lenavenec, un breton. Jean Lanatrix, un basque. Les autres, ils ne disent pas français, ils disent la région, comme nous autres, on dit québécois, canadien. Et, si je me souviens bien, c'était Rolf Lefuel, un Allemand. Et puis, on est allé à Toronto passer les tests. C'était, je m'en rappelle très bien, en mars 69. Alors, j'ai fini pour le congé de Pâques de mars 69 à Canadair. Et le lundi, j'ai commencé à Toronto. Il fallait que je me trouve un appartement à Toronto. Puis, le plus vite possible. Le plus vite possible, arriver dans tout un milieu différent. Bon, donc là, j'ai commencé à travailler en lofting et j'ai amené une photo. C'était interdit, mais j'ai fait une photo un jour de l'endroit où je dessinais. Là. C'est ça ici. OK, c'était vous oui, c'est ici? Moi, ça. Ça, c'est moi. Et puis, j'avais caché la caméra dans une petite boîte. J'ai mis le retardement, puis j'ai continué à dessiner ici. Wow. Donc, vous remarquez qu'on n'allait jamais travailler sans cravate là, à ce moment-là, et sans chemise blanche. Il fallait être propre, bien habillé. Oui. Et ça m'a marqué. Puis on avait une bonne chaise, puis on avait l'ordinateur qui était ici. Puis on faisait, on pourrait dire, 50% du temps l'ordinateur. Parce que tout ce qu'on recevait, c'était des équations de Long Beach, en Californie. Là. Il nous reste une dizaine de minutes. Je me demandais si on pourrait parler un petit peu de votre enseignement à l'université. Oui, c'était le suivant. Ah oui, vous avez une photo en plus. Oui. Bon, après ça, je suis allé à l'université. En fait, quand l'engineering dure 3 ans à peu près. Oui. La production, elle dure encore aujourd'hui. Et l'avion vole encore aujourd'hui. Hein. Après ça, je suis allé à l'Université de Montréal, l'UQAM, et l'Université d'Ottawa pour enseigner les sujets technologiques à New Liskeard au niveau, on dit secondaire, mais en fait, il y a un intermédiaire en Ontario. C'est collégial et secondaire. OK. Pour les 2 dernières années? Il y a junior et senior. Là. OK. J'ai enseigné le dessin de machine. Oui. Et j'ai un spécialiste en dessin de machine là, pour l'Université d'Ottawa. C'est ma plus grosse qualification qu'on appelle. En 1984. Oui, ça c'était en 1984. J'ai enseigné, c'était typique. Puis je m'occupais du club de photos pour l'album Souvenir. Alors, une de mes filles faisait la photo, elle était venue me prendre. Oui. C'est à peu près la seule photo que j'ai. On n'a pas de photo quand on enseigne, mais j'en ai une là. Wow. Alors, j'ai enseigné dans cette classe-là, 221, pendant des années et des années. En fait, j'ai fait 27 ans d'enseignement en technologie et en sciences physiques et en informatique, puis en plusieurs autres sujets. Un peu de tout à travers les années. Oui, c'est parce que c'était la seule école de langue française, donc il fallait être très polyvalent. Très polyvalent. Donc, c'était ça, les 27 ans dans l'enseignement. J'ai pris ma retraite avec l'arrivée du 3e millénaire. Ah oui? Donc, vous pouvez compter, ça fait quand même 21 ans que je suis à la retraite. J'ai rentabilisé mon fonds de pension. J'ai enseigné dessin surtout mécanique, mais aussi dessin d'architecture. J'ai une qualification aussi en dessin d'architecture. Mais c'était pas mon bac, j'aimais bien mieux les machines. Et depuis les 21 dernières années de retraite, comment vous occupez? Ah, bon, ça, je manque pas d'occupation. Au contraire. J'étais impliqué beaucoup dans le milieu. Pour ça, d'ailleurs, j'ai la médaille de lieutenant-gouverneur. Oui. Je m'implique aussi dans le domaine des inventions. Là. Je sais que ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais je travaille sur un prototype de quelque chose maintenant. OK. Et puis, j'ai 2 brevets d'invention déjà.
sur un appareil électronique pour avertir un éleveur quand une vache est sur le point de mettre bas. Oui. Et la marque de commerce qui vient avec, c'est alerte vie. Avec ses fréquences cardiaques, ses signes vitaux? Non, c'est plus simple que ça. C'est quand le veau se présente, il y a une rupture d'un fil et ça donne une alarme. En fait, il y a deux versions, une en stabulation libre, qui est sans fil, puis une pour les vaches attachées, les animaux attachés. On l'a mis sur des juments, moutons, etc. Oui, oui. Et puis, ben là, j'avais une job à plein temps. Ça demandait beaucoup de temps aussi. J'en ai vendu quelques-uns, mais après ça, j'ai décidé de me concentrer sur mon travail. Ça demandait déjà 20 000 faire des belles boîtes. Oui. Alors, les brevets avaient déjà coûté cher. Ah, puis je voulais vous montrer ça aussi. Bien, ça, c'est mon badge quand je travaillais à McDonnell Douglas. Oui. Ça dit les endroits où tu as le droit d'être. Ça, c'est la règle qu'on utilisait. C'est au centième de pouce. Il fallait dessiner au centième de pouce. Regarde comment c'est petit. C'est pas gros, hein? Mon Dieu. On avait le droit à plus ou moins un demi de cette ligne-là, c'est-à-dire 5 mm de chaque côté. Et on dessinait avec des choses comme ça. Ça, c'est une 4-0. C'est la grosseur de la ligne que ça va donner. Et on s'inspectait mutuellement. Et si le résultat n'était pas en dedans de 1 centième, on appelait ça un snag. Un snag. En argot américain. Bon, ça, c'est l'enseignement. Oui. Alors, il y a le record Guinness que j'ai en généalogie. On avait parlé qu'on parlerait un petit peu de ça. On va venir voir. A fait remonter son arbre généalogique jusqu'à l'an 1529. Wow! Retrouvant la trace de 4686 ancêtres directs sur 17 générations. Mars 1990. Vous êtes allé jusqu'en 1529 pour retrouver vos ancêtres? Puis, officiellement, ça, c'est les ancêtres directs. Attention, là. C'est-à-dire grand-père et grand-mère. OK. Donc, on commence 1, 2, 4, 8, 16, 32, 124, 128, 256, 512, 1024, et ainsi de suite. C'est une progression géométrique. Et c'est ça, c'est des grands-pères et grand-mères. Mais j'ai pas indiqué les collatéraux. J'ai fait ça dans le temps avec mon Commodore. Il y avait, les petits ordinateurs, vous êtes trop jeunes pour connaître ça. C'était pas de la petite bière de faire classer les noms des personnes, tout ça, par ordre chronologique. J'imagine. Par ordre de génération, en fait. Il n'existait pas la norme GEDCOM. J'aimerais vous en parler, là, mais il ne reste pas le temps. Donc, 1990, version D, la version D. Je mettais mon ordinateur en marche le soir, puis j'espérais qu'il n'arrête pas durant la nuit. Parce que ça prenait toute la nuit pour les classer. Wow! Et c'est à partir de ça qu'on m'a donné mon record Guinness, là, qui est sur Internet. Alors, si vous mettez mon nom puis le mot généalogie, vous allez les avoir tous. Et vous allez les avoir en 26 langues. Si 26 langues? Oui. Je ne parle pas 26 langues, mais c'est parce que quand on utilise la norme GEDCOM, ça peut être mis dans n'importe quelle langue. Alors, je l'ai mis en français, en anglais, puis en néerlandais. Mon Dieu! C'est un travail de moine. Ça m'a pris 14 ans. Wow! C'est très impressionnant. Un travail de moine. Ça, c'est quand j'ai donné la formation. On avait dit qu'on parlerait un petit peu de la formation que j'avais donnée à Ville-Marie, aux archives. Et quelques présentations, dont une à Lorrainville, que je me souviens bien. Et comment vous faisiez pour donner une formation sur la généalogie? Vous aidiez les gens à rechercher ou... Là, il faudrait plus que 5 minutes pour en parler. Oui. Donc, pour la formation, je donnais surtout les sources consultables. OK. Il y en a énormément, là. Les sources écrites, les sources sur Internet. Ensuite, comment les présenter? Beaucoup de gens font l'erreur de présenter ça comme un traitement de texte. Non, il faut utiliser un programme qui est à la norme GEDCOM, GEDCOM, qui veut dire Genealogy Data Communication. OK. Et tous les programmes, qu'ils soient de France, des États-Unis, du Canada, tous les programmes de généalogie sont sous la norme GEDCOM, ce qui fait que les variables sont standardisées. Oui. Donc, le nom, ou le baptême, ou né, par exemple, dans la généalogie, souvent on va dire né, mais tu le présentes en français né. Quelqu'un qui veut l'avoir en anglais, ça va être born, puis si tu veux l'avoir en néerlandais, ça va être geboren. Donc, tu l'as dans n'importe quelle langue, en allemand, et sauf les langues non occidentales, là, il faut un petit
un petit ajout qu'on ajoute sur notre ordinateur, mais comme j'avais 2 enfants qui apprenaient le japonais, là, je peux le mettre en japonais sans problème. Bon, c'est ça pour la généalogie. Je sais pas. Ensuite, c'est-à-dire source, comment les présenter, puis comment les conserver. Parce que l'informatique a le défaut important d'être très éphémère. OK. J'ai d'ailleurs écrit un article il n'y a pas longtemps dans le Lien, qui est la revue de Généalogie Abitibi-Témiscamingue, sur comment rendre permanent les choses des archives. La permanence, un CD comme ça, un USB ou un CD, dans 20 ans, les radiations ambiantes vont faire que ça va tout être... Ça ne fonctionnera plus. À moins que vous le mettiez dans un bloc de marbre, là. Ouais. Puis c'est pas ce que les gens font, ils laissent même, comme moi, traîner sur la table. Là. OK. Donc ça va pour un peu la généalogie. Quelques mots sur l'enseignement à distance aussi. J'ai fait de l'enseignement à distance. Oui, vous étiez... Ça s'appelait Contact Nord. Et quand je vois l'enseignement à distance pour la COVID qu'on fait présentement, je faisais ça, moi, ça fait 21 ans, il y a 30 ans à peu près. Vous étiez dans les pionniers. Oui, parce qu'en Ontario, les francophones étaient dispersés. Il y a eu, en 1969, c'est pour ça que j'ai commencé à enseigner en 1971, en 1969, il y a eu la création des écoles secondaires de langue française en Ontario. Ça, c'était une nouveauté. Et là, ça prenait des professeurs dans toutes les technologies. Ce qui fait que le groupe qu'on a commencé, on est tous du même âge à prendre notre retraite. Puis, il y a les cours spécialisés, les cours en technologie, mais là, ce n'est pas toutes les écoles qui pouvaient les avoir, très peu. Alors, j'enseignais le dessin assisté d'ordinateur, DAO, qu'on appelle, là, dessin assisté d'ordinateur, les produits de AutoSketch, vous connaissez peut-être AutoCAD, ça me dit quelque chose, mais c'est très... C'est pas... Vous n'employez pas les produits d'AutoSketch, AutoCAD. Mais, donc, c'est ça que j'enseignais, là. En fait, j'enseignais, c'était au secondaire, donc c'était le petit frère d'AutoCAD qui s'appelle AutoSketch, qui est plus simple d'usage, un peu, là, à distance, avec... chaque école en Ontario avait une genre de grosse valise énorme que vous voyez ici. C'était énorme. On mettait ça, on ouvrait ça. J'avais des élèves avec moi, sur place. Fait que s'ils venaient à la face longue ou s'ils venaient sourire, on voyait l'expression, tandis que moi, je ne les voyais pas. Eux autres voyaient ce que je mettais là, c'est-à-dire des slides. Je devais préparer pour chaque leçon là, 20, 30 images qu'on mettait dans l'ordinateur puis qu'eux autres voyaient. Puis là, j'expliquais. C'était l'équivalent du tableau. La première, j'avais mis à l'eau. Oui. Donc, mais les autres, c'était toutes les techniques de dessin assisté d'ordinateur. Oui. Et j'avais des gens francophones un peu partout en Ontario. Je me rappelle même un en prison. Ah oui? Il y avait droit à ça. Et puis, ça a duré un certain temps, mais après ça, ce qui est arrivé, c'est que le dessin industriel, tous les sujets technologiques ont arrêté d'être enseignés au secondaire parce qu'ils ont coupé la 13e année. Puis ils l'ont mis comme année de cégep? À l'université, donc Okay. pour le gouvernement, c'est bien plus payant. Parce que le secondaire est gratis. Là, Oui. Donc, puis ils ont coupé sur bien des choses. C'était les années Harris, ça vous dit quelque chose. Là. Peut-être trop jeune pour ça, mais c'était un conservateur qui a coupé bien des choses. Donc, c'est ça. J'ai enseigné pour quelques années, à l'heure du midi, parce que toutes les écoles n'avaient pas le même horaire. Des 5 sur 7. Puis donc, à l'heure du midi, on pouvait enseigner à distance. Donc, l'enseignement à distance, c'est quelque chose qui m'est familier quand on en parle aujourd'hui. Oui. Puis, j'ai même été, à un moment donné, invité à la télé-université de l'Université du Québec à Québec. OK. J'arrive là, je vois mon cahier de préparation sur leur bureau, ça m'avait surpris. Parce qu'il avait traduit tout en français. Quelques mots peut-être sur la Société du patrimoine. Oui. Donc, c'est parce qu'on avait dit qu'on parlerait du chantier puis de la promenade. Oui. On n'en a pas dit un mot. Il y aurait tellement à dire. Donc, ça, c'est la promenade ici à Notre-Dame-du-Nord. Oui. Où, à chaque fête de la Saint-Jean, en tant que président, j'étais président 25 ans, j'ai perdu le nombre d'années, de cette Société de patrimoine-là, on donnait un objet antique. Ici, c'est le remonte-ancre qui a servi à remorquer le bois pendant 100 ans sur le lac. 100 ans. Pendant 100 ans qu'on a remorqué du bois sur le lac. Les gens mettaient des bâtons dans les trous, là, de bois, c'est pour ça qu'ils sont plus là. Et le bateau qui remorquait des quantités astronomiques de pitounes de 4 pieds, là, c'est pas l'hélice qui faisait traîner ça. Hein. Les gens pensent ça, non. Tu aurais beau mettre
c'était impossible. Le bateau allait avec 5200 pieds de câble, donc 1000 de câble, jetait un énorme ancre. C'est pas celui qui est ici. Si vous allez sur la promenade, il est à côté. Il pesait 600 livres. Ça, c'est un petit pour les pointeurs. Ouais. Il descendait son ancre, puis après ça, c'était un winch, un treuil, qui tirait tout ça. Ah oui. Le bateau n'aurait jamais pu faire ça. Donc, c'était tout remorqué à l'aide de ce gros ancre-là. Et à un moment donné, il fallait qu'il remonte l'ancre, et ça servait à remonter l'ancre. Ah. Et on l'a peinturé cette année avant de finir de fermer boutique, parce qu'il n'y a personne qui a pris la relève. Cette année, on l'a fait repeindre en neuf. Et si vous allez vous promener sur le bord de l'eau, vous êtes les bienvenus. Quoique la municipalité dit de ne pas y aller. Oui, je pense que la promenade est fermée. Elle est fermée, mais vous allez sur le bord du pont, vous le voyez. Oui. Quand vous allez passer au pont, là, vous allez le voir, ça, ici, à droite. Oui. Donc ça, c'était à la Saint-Jean de l'an 2000. De combien de temps? 2000. Ensuite, peut-être un mot ou deux sur le sentier pédestre. Oui, le sentier de l'au-delà. Le sentier de l'au-delà. L'apostrophe Maheu, là. Oui. Et puis, c'est avec un des plus beaux coups d'œil au Témiscamingue. Moi, j'ai acheté des terres là, et puis j'ai fait planter, pour des raisons écologiques, entre autres, là, 100 000 arbres par la Société sylvicole. J'y ai été, justement, il n'y a pas longtemps. C'est magnifique. Vous êtes allé faire sur le bord de l'eau jusqu'au bout. Jusqu'au bord de l'eau. Bon, c'est bien, ça. Oui, c'est très, très beau. Ça met en forme. Puis... Pour ceux qui ne savent pas, c'est où? C'est devant la halte routière entre Saint-Bruno-de-Guigue et Notre-Dame-du-Nord. C'est ça, avant d'arriver à Notre-Dame-du-Nord, à la halte routière. Et puis, tous les panneaux, il y a 23 panneaux explicatifs. C'est pour les y rédiger. Puis, c'est tous des sujets variés. Là. Lequel que vous avez le plus frappé? Je m'en rappelle pas exactement. Je pense qu'il y en avait sur un arbre en particulier. Ah bon, ben c'est... Je me rappelle pas. J'avais pensé vous parler de l'érythrone d'Amérique, ici. Oui. Une plante vraiment spéciale qui ne pousse pas normalement au nord du Saint-Laurent. Puis elle pousse sur mon sentier. Oui, seulement sur votre sentier. Ben peut-être ailleurs au Témiscamingue aussi, là, mais j'ai fait une pancarte puis je l'ai mis en évidence. Là. Oui. Puis ça, ben ça reste privé, mais je permets aux gens d'en profiter du coup d'œil puis de ça ici. Oui. Donc, des particularités, bien, il y a des mini-geysers aussi. Ça, vous ne l'avez pas vu parce qu'il est au printemps. Non, c'est ça. Seulement qu'au printemps. Regarde, ça, on appelle ça des mini-geysers. Okay. Il y a juste, à ma connaissance, il n'y a pas ça nulle part ailleurs. Non. Puis là, bien, il y a quelqu'un, donc ça permet d'avoir une échelle de la grosseur. Oui. Ça, ici, c'est l'inauguration du sentier. Oui. En quelle année? En 2011. En 2011, à l'occasion de l'année internationale des forêts. Ah. C'est à ce moment-là que j'ai fait ça, l'année internationale des forêts. OK. Et puis, on avait invité pour l'inauguration les élèves de l'école Saint-Gabriel de Ville-Marie. Donc, pour vous montrer, c'est surtout pour les jeunes que j'ai fait ça. Mais c'est un très beau sentier. Bon, ben merci. Il faut que je le fasse faucher à mes frères à chaque année. Voilà, c'est en gros... on a parlé un petit peu de l'invention. Oui. Ça, c'était... l'Université du Québec avait un organisme qui s'appelait le RIAT, R-I-I-A-T, le regroupement des inventeurs et innovateurs de la Abitibi-Témiscamingue. J'étais membre, j'étais même sur l'exécutif, et là, j'ai exposé ici ma patente à vache, comme on disait. Oui. Je pourrais vous donner le numéro du brevet si vous voulez aller voir comment ça fonctionne. C'est un appareil électronique, l'émetteur est ici. OK, oui. Et enfin, la médaille du lieutenant-gouverneur. Qui est ici. Une belle médaille. Oui, effectivement. Il aurait pu écrire le nom de la personne dessus, parce que là, on pourrait se l'échanger. C'est sûr, mais... Voilà. Mais merci beaucoup. Ça a été une très, très belle discussion. Vous avez vécu une vie... Vous n'avez pas dû vous ennuyer, en fait. Non, et je ne m'ennuie pas encore aujourd'hui, même à la retraite. Même à la retraite. Et merci beaucoup. Et c'était M. Denis Carrier pour l'émission Point de vue à TV Témis. Et je vous souhaite une très, très belle journée. Et on se voit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bienvenue.